Tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Jean-Christophe, merci encore d'avoir accepté de parler pour notre petite radio associative. Je suis très content que tu aies accepté, malgré ton emploi du temps très contraint, de nous parler de ta carrière, de ton métier. Tu sais que j'ai toujours admiré la manière dont tu as tracé ton sillon depuis qu'on se connaît. Aujourd'hui, tu es professeur des universités, professeur à l'université de Côte d'Azur, Nice-Côte d'Azur, et c'est simplement une de tes responsabilités, ou c'est en tout cas l'intitulé global de multiples autres responsabilités. Au fil des années, depuis que nous nous connaissons, tu es devenu un spécialiste incontesté de l'outre-mer français et du tourisme, et en particulier du tourisme insulaire. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Tu as enseigné, tu as voyagé, mais tu as aussi beaucoup écrit et publié. Est-ce que tu peux nous en donner un petit aperçu? D'abord, je te remercie, Jean-François, de ton invitation. Je suis très honoré, surtout, de passer après des prix Nobel et puis des collègues éminents. Donc, je suis un modeste géographe qui s'intéresse finalement à des thèmes assez subalternes dans le champ scientifique. Je pense, le tourisme, qui est une activité qui a été longtemps dénigrée, et puis dans le champ scientifique, c'est pas la matière la plus cotée. Et puis, je pense aussi sur le plan géographique, l'outre-mer, c'est aussi un thème très subalterne. On peut le voir lorsqu'on regarde des bouquins sur la France, et ne parlons pas lorsqu'on aborde des bouquins sur l'Europe ou le monde, où les outre-mer sont quasiment ignorés, alors que il y a beaucoup de choses à faire. Alors effectivement, il y a un regain d'intérêt pour tout ce qui est colonisation, donc le post-colonial aussi. Donc peut-être que c'est un élément qui va favoriser les recherches sur l'outre-mer. Mais moi, je suis toujours surpris de constater que je suis un des rares à m'intéresser à l'ensemble de l'outre-mer français. Donc effectivement, on a des collègues qui travaillent sur les Antilles, des collègues qui travaillent sur la Réunion, l'océan Indien ou le Pacifique. Mais les gens qui travaillent sur l'ensemble de l'outre-mer, ils sont pas très nombreux. Et finalement, c'est un peu par défaut qu'on fait souvent appel à moi, parce que cette approche comparative, elle est très faible. Donc, il y a une approche très culturelle de l'outre-mer. L'approche comparative, elle fait défaut. Voilà. J'ai une troisième casquette à côté de l'outre-mer et le tourisme, c'est les discontinuités spatiales, qui est vraiment le thème, c'est le fil auquel tu as consacré ta thèse. Voilà, auquel j'ai consacré ma thèse, et c'est un peu comme la malaria, j'ai des poussées régulières où je me remets dans le sujet, mais pour moi, c'est un sujet qui est fondamental en géographie. Je l'ai retravaillé dans les années 2010 pour écrire ce bouquin là, où je remettais les choses à plat après mon petit bouquin en collection de poche qui s'appelait Les discontinuités spatiales. Donc, j'ai retravaillé la question, L'homme et les limites, donc un bouquin qui a été publié en 2016 chez Economica. C'est véritablement le thème qui me passionne le plus. Mais je pense qu'il me dépasse largement. Et je regrette qu'il n'y ait pas assez de monde qui travaille sur cette question. Alors, c'est une approche très fragmentée. Il y en a qui travaillent sur les frontières, il y en a qui travaillent sur les micro-espaces. Je pense qu'il y aurait vraiment à mener une réflexion globale, comme j'ai essayé de le faire, mais modestement, parce que je pense qu'il y aurait un travail d'équipe à mener là-dessus, avec des labos. Disons que j'ai tracé ma voie avec mes passions, qui sont un peu éparpillées, mais je pense que c'est un peu dans ma nature de papillonner. Parce que quand j'étais jeune, j'ai fait de l'athlétisme, et ce qui me plaisait, c'est de passer d'une discipline à l'autre. Le décathlon. Et finalement, je suis resté un peu décathlonien en travaillant dans plusieurs champs. On reviendra là-dessus. Moi, je voudrais faire deux réflexions. La première, c'est que ton terrain de prédilection invite quand même par son émiettement à l'étude des discontinuités spatiales.
Et puis deuxièmement, je voudrais pour l'anecdote et pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, pardon, leur raconter comment tu as traité ton sujet quand tu as étudié les discontinuités spatiales, en poussant l'analyse jusqu'à ces plus petites limites dans l'espace, en analysant la concurrence des voyageurs pour l'accoudoir dans un voyage en avion. Je me souviens, oui. Ça m'avait beaucoup frappé. J'avais trouvé ça extrêmement à la fois drôle et tout à fait pertinent. Oui, effectivement. En fait, oui, vraiment, j'avais essayé de mener une analyse à toutes les échelles spatiales. Alors ça fait partie des dadas des géographes. Hein, je crois qu'on est vraiment dans ce domaine-là, on a un savoir-faire. Hein, donc, on sait analyser les situations à des échelles différentes et essayer de trouver des équivalents à des échelles très différentes. Et effectivement, dans mon bouquin, j'avais travaillé vraiment de la plus petite échelle, donc vraiment à l'échelle du quotidien, jusqu'à l'échelle la plus vaste, hein, donc c'est-à-dire jusqu'à l'échelle planétaire, le découpage des continents. Et effectivement, cette géopolitique avec des guillemets, des accoudoirs, ça m'avait intéressé, de même que tout ce qui est processus, les hygiaphones, toutes ces micro-limites qu'on trouve au quotidien, les marquages au sol dans les villes qui sont de plus en plus forts, donc avec cette poussée du poids des assurances qui implique aujourd'hui toute une série de dispositifs, et puis aussi la prise en compte des personnes à mobilité réduite, etc. Ces bandes podotactiles qu'on trouve aujourd'hui pour les déficients visuels. Bon, c'est tous ces aspects-là qui m'avaient intéressé jusqu'au découpage par continent. Donc, essayer de comprendre finalement ce qu'il y a derrière. Et j'avais mis en évidence finalement 3 grands principes de la mise en limite du monde, ce que j'ai appelé moi la tomogénèse. C'est l'organisation, la protection et l'appropriation. Donc, et toutes les limites qu'on trouve à toutes les échelles, on peut les associer à 1, 2 ou 3 de ces ressorts. Donc, c'est en fonction de ces 3 grands ressorts que nous menons notre vie, notre existence dans un monde de limites. Voilà, c'est ça. On est vraiment dans un monde de limites, on est entouré de limites. Moi, j'en vois partout des limites. Et qui ne sont pas toujours matérialisées. Voilà, qui ne sont pas toujours matérialisées, mais qui sont extrêmement fortes dans notre comportement. Est-ce que tu peux maintenant rappeler un peu quels sont les… Alors, parle-nous quand même de tes autres écrits, parce que tu as minoré un petit peu l'importance de l'outre-mer français, mais tu as quand même beaucoup publié sur cet outre-mer et des travaux qui sont quand même, qui font autorité et qui sont fondamentaux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors donc tout a commencé, Jean-François, tu le sais bien, tout a commencé en Polynésie, dans le cadre du programme de l'Atlas de la Polynésie française que faisait l'Orstom et donc que tu coordonnais, et j'ai fait partie de cette équipe scientifique et technique. Et donc, c'est là que j'ai découvert de l'outre-mer, parce que de toute façon, moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, la Polynésie m'a passionné. Et puis après, je suis rentré donc à Métropole, après mes quelques années en Polynésie. Et là, bon, l'outre-mer m'a un peu… J'étais un peu éloigné de tout ça. Et en étant recruté comme maître de conférence, j'ai eu à faire un cours sur l'outre-mer. Donc, finalement, c'est le point de départ, donc à la fois à La Réunion et puis arrivé à Montpellier en tant que professeur. Donc, on m'a demandé de faire un cours sur l'outre-mer pour les étudiants de concours, donc qui passaient le CAPES et l'agrégation d'histoire et ou de géographie. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses. J'avais mes 5 années à La Réunion, mes quelques années en Polynésie, et je me suis dit, il n'y a rien qui me satisfaisait finalement dans ce qui avait été écrit. Aucune synthèse. Voilà. Je me suis dit, il faut que je fasse une synthèse. Et bon, finalement, je l'ai faite. En fait, j'en ai fait 2 en même temps où j'aborde l'outre-mer de 2 manières. Il y a un ouvrage pour la documentation française et puis un ouvrage pour les éditions de Belém. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai commencé à avoir cette étiquette l'outre-mer. Et finalement, je me suis pris au jeu. C'est-à-dire que
j'ai continué de travailler sur l'outre-mer, même si ces bouquins étaient terminés. Donc, j'ai continué de m'intéresser à des outre-mer que je connaissais mal. Et puis là, est arrivé ce programme de la classe de la Nouvelle-Calédonie où l'IRD a fait appel à moi pour le co-diriger. Tu peux rappeler un petit peu ce qu'est l'IRD en 2 mots? Là, tu as été rattrapé aussi par la cartographie thématique dont tu avais goûté en Polynésie. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est deux. L'IRD, donc, c'est l'Institut de recherche pour le développement, ex-Orstom, donc un institut de recherche qui travaille sur l'outre-mer et les pays du Sud, plus généralement. L'Orstom et l'IRD ont un savoir-faire en matière d'atlas régionaux, donc ces grands atlas thématiques l'histoire des atlas, en fait, a commencé dans les années 60-70 avec les régions de programme. Et donc, le CNRS et des universités de l'Hexagone ont fait des atlas, donc l'atlas du Languedoc-Roussillon, de la PACA, de la Bourgogne. Donc, il y a eu des atlas. Oui, dans les fin des années 60, puisque moi, je travaillais sur l'atlas de la Réunion alors que j'étais encore là-bas. Donc, il y a eu les premiers atlas, c'était les atlas dans l'Hexagone, et puis l'outre-mer a enchaîné tout de suite. Effectivement, il y a eu la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, les DOM sont arrivés là. Puis, il y a eu l'atlas de la Polynésie, qui a été fait. L'atlas de la Nouvelle-Calédonie, d'abord. Donc, voilà, fin des années 70, je crois que c'est 80. Il est sorti en 81. 80, voilà, c'est ça. Puis la Polynésie française, donc 93, la sortie, donc les travaux qui ont commencé en 85-86, je crois, c'est ça, Jean-François? Oui, exactement. Donc, la Nouvelle-Calédonie, avec son nouveau statut, donc suite à l'accord de Nouméa de 98, la provincialisation, congrès, qui demande à l'IRD une étude de faisabilité au début des années 2000 sur un nouvel atlas. Donc, l'atlas avait une trentaine d'années, et finalement, l'IRD conclut qu'il faut faire un nouvel atlas. Et donc, on est dans une période faste en Nouvelle-Calédonie, il y a pas mal d'argent, et donc le Congrès a investi là-dedans, donc avec l'IRD, et donc c'est un programme qui va durer 4-5 ans, qui va mobiliser une soixantaine d'auteurs, et une coordination qui va être assurée, donc que je vais assurer sur place. Donc, on est véritablement dans le prolongement de ces atlas thématiques qui avaient commencé dans les années 60. Je ne sais pas si il va y en avoir d'autres. Et puis avec quand même l'aide de tout ce qui avait été acquis depuis les précédents atlas en matière de cartographie automatique. Voilà, la cartographie, effectivement, a évolué. Donc, on est passé à une cartographie automatique, on est passé à des nouveaux outils, des nouvelles méthodes cartographiques, des nouvelles façons de représenter les données. Alors, aujourd'hui, finalement, c'est des programmes qui sont très lourds. Je ne suis pas sûr qu'il y a encore assez d'argent public pour se lancer dans ce type de recherche. On a d'autres types d'atlas qui sont sortis dernièrement, qui sont intéressants, les atlas critiques, donc avec des approches qui sont des approches participatives. Je connais bien l'atlas critique de la Guyane, qui me semble un bel atlas. Donc là, c'est peut-être une autre génération qui est en train de naître, ces atlas critiques, avec d'autres approches, prise en compte des minorités, etc. Donc là, vraiment, la géographie, le géographe a un vrai savoir-faire par rapport à d'autres disciplines, et je pense que, Jean-François, tu t'en étais rendu compte, mais moi, je m'en suis rendu compte à Nouméa, c'est-à-dire qu'on a souvent des spécialistes qui ont des connaissances extrêmement poussées, mais qui ne savent pas les mettre en carte. Ça faisait partie du contrat. Il s'agissait de valoriser sous forme cartographique, sous forme d'une cartographie thématique, les acquis de la recherche scientifique dans des différents domaines. Mon travail de coordination à Nouméa, mon travail à Nouméa au sein de l'Atlas, ce que j'ai trouvé le plus passionnant, c'était de rencontrer des auteurs et puis de voir vraiment comment on pouvait cartographier ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils connaissaient. Donc, ce passage d'un savoir qui peut être un savoir statistique, un savoir des textes, etc., à la cartographie, c'est ce qui m'a passionné. Et arriver à trouver des moyens de représenter des données ou des connaissances. Moi, j'ai un souvenir formidable à Nouméa, c'est d'avoir travaillé avec
Emmanuel Gibaou, donc le fils de Jean-Marie Gibaou, qui travaillait, qui était sociologue, anthropologue, qui travaillait sur les savoirs kanaks. Et on a réussi à mettre en carte un certain nombre de choses, les chemins des morts, les sentiers des morts, donc des éléments de la culture kanak qui n'avaient jamais été cartographiés. Donc, dans une ambiance qui n'était pas du tout celle dans laquelle s'était construit l'atlas précédent de Nouvelle-Calédonie. Effectivement, il y avait eu la période insurrectionnelle des années 80, puis la période de pacification, donc après les accords de Matignon et de Nouméa, donc avec la création de l'ADCK, l'Agence de développement de la culture kanak, donc une valorisation de cette culture-là et aussi un retour sur les années difficiles, les années 80. Je pense en particulier à une carte qui a fait couler beaucoup d'encre. Et d'ailleurs, les journalistes, c'était la première carte qui repérait dans l'atlas de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est la carte des événements. C'est la première fois que des historiens cartographiaient tout ce qui s'était passé lors de cette période insurrectionnelle, 84-88, donc les prises d'otages, les attentats, les assassinats, les barrages routiers. Donc. Jean-Christophe, je ne voudrais pas t'interrompre là-dessus, mais on va peut-être laisser maintenant la question des atlas. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé maintenant à t'intéresser au tourisme? C'est par le biais de ton expérience de l'outre-mer français, mais justement, le tourisme de l'outre-mer français, tu as souvent présenté comme une activité en difficulté. Oui, alors le tourisme, en fait, c'est grâce à toi, Jean-François, parce que, en fait, donc, quand je suis arrivé dans l'équipe… Tu n'es pas venu quand même pour faire du tourisme en Polynésie. Voilà, oui, j'en ai fait un peu quand même. Mais effectivement, quand tu m'as proposé des thèmes à traiter, donc le thème du tourisme, je l'ai choisi parce que j'avais un peu suivi des cours en tourisme à l'université avant l'agrégation. Et la question, l'approche par les représentations, ça m'avait assez stimulé. Donc, c'était un thème qui me semblait intéressant. Et puis, j'aime bien les questions qui sont un peu les délaissées ou qui sont pas valorisées. Donc, c'était un thème qui me plaisait. Et finalement, après l'Atlas, j'ai rencontré donc une équipe de recherche qui était naissante à Paris 7. C'était autour de Rémi Knafou. Donc, s'est développée une équipe de recherche qui est devenue assez importante, qui s'appelait l'équipe MIT, Mobilité, Itinéraire, Territoire. Et là, on s'est lancé véritablement dans une réflexion sur le tourisme, une réflexion sur les fondements de l'approche touristique. Donc, on a écrit 3 essais, on était 8. Alors, c'est une aventure collective assez rare en géographie, puisqu'on signait équipe MIT, on ne mettait pas nos noms. Et on a véritablement remis à plat l'approche touristique du tourisme, d'abord par les idées reçues qui traînaient sur le tourisme, et puis on a développé des nouveaux concepts, le concept de moment de lieu, on a développé des typologies de lieux qui n'existaient pas. Bref, on a en partie renouvelé l'approche géographique du tourisme. Dépoussiérer les études géographique du tourisme jusqu'à présent, quoi. Voilà, on a fait avancer l'approche géographique du tourisme qui était souvent en fait une approche d'inventaire. Donc, c'était des inventaires de lits touristiques, d'entrées touristiques, de nuitées. Donc, et par la suite, en étant à l'université Côte d'Azur, là, il y a un champ touristique qui est tout à fait extraordinaire. La Côte d'Azur, c'est une des régions touristiques les plus anciennes. Donc, là, on rentre dans une dynamique géohistorique avec beaucoup de travaux qui ont été menés ces 20 dernières années. Il y a eu un renouvellement complet de l'approche de la Côte d'Azur, que ce soit par des architectes, par des historiens, par des sociologues, des historiens de l'art, des géographes. Et là, il y a quelque chose qui a vraiment stimulé la recherche sur la Côte d'Azur, c'est le dossier d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de Nice. Là, c'est un travail qui a été mené par toute une équipe autour d'un haut fonctionnaire, donc qui avait été recruté par la ville de Nice, avec des architectes et en faisant appel à des experts donc internationaux et des experts locaux
qui sont venus donner des conférences, apporter leur savoir. Donc là, il y a vraiment une recherche qui a été faite sur quasiment 10 ans. Pour voir qu'un dossier comme celui-là, c'est un dossier qui Nice a été inscrit en 2021 les travaux ont débuté en 2011-2012. Donc ça c'est l'orientation que vont prendre tes travaux pour la décennie qui vient. Si tu es bloqué en France, en Europe, par la question du bilan carbone sur des voyages en avion, tu vas t'intéresser à la Côte d'Azur. Alors, je m'y intéresse beaucoup. En tant que… Alors, effectivement, bon… Et puis, en tant qu'originaire du Midi méditerranéen aussi. Voilà. Et puis, bon, effectivement, le fait d'avoir été expert pour cette mission, mission Promenade des Anglais, puisqu'au départ, c'était que la Promenade des Anglais qui devait être inscrite. Et puis, par la suite, ça a été la ville d'hiver qui a été inscrite. Donc, plus que la promenade, c'est tous les quartiers Belle Époque qui ont été développés, Cimiez, etc. En fait, je me suis beaucoup intéressé à partir de ce moment-là à la géohistoire du tourisme, c'est-à-dire comment le tourisme s'est développé, a été créé à partir des Britanniques, du Grand Tour. Là, aujourd'hui, c'est un des thèmes, un de mes thèmes de prédilection. La notion de Riviera, le modèle de la Côte d'Azur tel qu'il a été dupliqué sur la Riviera autrichienne à Opatia ou criméenne ou pontique avec Sochi. Et puis l'influence, ça c'est quelque chose qu'on sait peu, mais la Côte d'Azur a une influence très importante sur le développement de la Floride, sur le développement de la Californie. Il y a eu des influences très fortes avec le Japon. Il y a une Riviera japonaise qui, d'ailleurs, il y a aujourd'hui des parrainages entre cette Riviera japonaise, Atami, et puis San Remo, par exemple, qui sont parrainés. Il y a un jardin à San Remo japonais, et puis un jardin azuréen au Japon. Bon, il y a une mise en relation par la Côte d'Azur qui a servi de modèle avec d'autres lieux dans le monde, et c'est un espace qui a joué un rôle majeur. Jean-Christophe, en t'écoutant, je me dis que tu me rassures parce que tu me montres que la géographie sert encore à quelque chose. On pourrait se demander, on pourrait se poser la question dans un monde qui est de plus en plus, qui semble de plus en plus rétréci. Je ne parle pas des problèmes qu'il a affrontés. Quand je parle du monde, je parlais de notre planète. Mais toi, tu es optimiste. Pour les années qui viennent, tu penses qu'il y aura toujours du travail pour les géographes? Je crois qu'au contraire, enfin moi je suis un optimiste né, mais en plus, je trouve que la géographie, vraiment le géographe, il a sa place tout à fait de plus en plus. Je pense qu'il y a eu une période où on a ignoré l'espace et les territoires, et on se rend compte de plus en plus. Je côtoie des gens qui ne sont pas du tout géographes, je côtoie des historiens, des hauts fonctionnaires, etc., que ce soit sur l'outre-mer ou sur le thème du tourisme. Et moi, je constate que l'approche territoriale, l'approche spatiale, elle est de plus en plus nécessaire et on en a de plus en plus besoin. Et la cartographie, alors que certains pensaient que c'était quelque chose qui était en train d'être dépassé, eh bien, je trouve que la cartographie, elle est de plus en plus présente. Il n'y a qu'à voir dans les grands journaux, les grands quotidiens. Exactement, c'est ce que j'allais dire, oui, bien sûr. Regardez dans le monde, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des cartes magnifiques qui soient proposées. Il y a un service très informé et très instructive. Très, très, très bien faite, très informée. Et j'ai travaillé pour La Vanguardia, donc journal espagnol. Bon, ils ont fait vraiment des cartes, ils ont un service aussi cartographique tout à fait remarquable. Et alors, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que cette perpétuation de la cartographie et son développement, eh bien, elle est liée beaucoup à la technique. C'est-à-dire que ces cartes, maintenant, on peut les sortir en quelques heures, alors qu'il nous fallait des mois, si ce n'est pas des années, pour établir des cartes thématiques auparavant. Jean-Christophe, malheureusement, le temps nous est compté, mais ce que je voudrais te demander, on a effleuré un petit peu ta passion pour l'athlétisme et le sport, et ça malgré tes problèmes de santé. Est-ce que tu as d'autres passions? Quelles sont tes autres passions? Alors mes passions, effectivement, moi j'ai des passions, j'aime beaucoup la musique. Alors, je suis d'une famille de musiciens. Mon papa était
ce qui explique un peu mon embarras social, je ne sais pas trop où me placer. Mon papa était musicien, mais militaire, donc il faisait partie de la musique des équipages de la flotte, qui font partie des grandes musiques militaires en France, avec celle de la garde républicaine et la musique de l'air. Donc, à la fois militaire et musicien, à la fois militaire et artiste, professeur de musique et en même temps donc militaire. Donc, j'aime beaucoup la musique. Mon frère est directeur d'opéra et toi-même, tu joues d'un instrument? Je n'ai jamais joué d'un instrument. On m'a proposé, mes parents m'ont demandé si je voulais apprendre la musique. Et à 7 ou 8 ans, j'ai dit c'est un métier de fou parce que mon père jouait tard le soir, il rentrait tard, parfois il partait en tournée ou en déplacement. Et donc, moi, je pense que j'avais l'âme de peut-être un fonctionnaire, répondant cela. Donc, je n'ai pas appris la musique. Mon frère l'a apprise et donc, il a fait sa carrière, il est devenu directeur d'opéra. Mais j'aime beaucoup de types de musique. J'aime beaucoup la musique électronique aujourd'hui. J'aime beaucoup la musique classique, surtout de la fin du 19e, du début du 20e siècle, la musique répétitive aussi. Oui, à laquelle tu m'as initié, hein, en me faisant découvrir Steve Reich. Steve Reich, par exemple, c'est un de mes... je suis grand fan, mais sinon, Ravel, Debussy, pour moi, sont indépassables. Voilà. Sinon, effectivement, il y a le sport. Et je suis très... j'anime un ciné-club à la médiathèque de Monaco. Donc, 2 fois par an, j'organise des séances pour... Alors, il y a une séance pour mes étudiants. Donc, toujours un film en rapport avec le tourisme. Ça, on fait ça en janvier. Donc, mes étudiants de Master 1 et 2 viennent. Donc, c'est l'occasion bien accueillie. Donc, c'est des films qui ont pour thématique le tourisme. Sinon, en général, je présente un autre film dans l'année. Alors, c'est souvent, qu'est-ce que j'ai présenté? Alors, je suis un grand fan de Tati, donc j'ai présenté récemment Playtime, qui est à mon avis le chef-d'œuvre de Tati, avec une dimension spatiale, pas mal de discontinuité qu'avait mis en évidence Jacques Tati. Je suis un fan de la nouvelle vague, bien sûr, François Truffaut, de mes maîtres. Et puis, je regrette qu'on ait si peu parlé de la disparition d'Alain Tanner, qui était un grand cinéaste suisse. Hélas, il est mort la même semaine que Jean-Louis Godard. Oui. Voilà. Mais Alain Tanner, c'est vraiment quelqu'un qui m'a très marqué quand j'étais adolescent. Ces films, Jonas, qui aura 25 ans en 2000, à Salamandre, je trouve que c'est des films, je les ai revus récemment, c'est des films qui passent très peu. C'est des films qui n'ont rien perdu de leur force. Jean-Christophe, malheureusement, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Je te remercie beaucoup de tout ce que tu nous as apporté, de tout ce que tu as apporté à nos auditeurs, qui vont sans doute t'écouter avec passion, avec la même passion que tu mets à parler de ton métier et puis de tes goûts, de tes occupations. Et je te quitte en étant complètement rassuré. Je sais que tu ne vas pas t'ennuyer dans les années qui te séparent encore de la retraite. Merci encore. Merci, et à bientôt. À bientôt. Bonne chance. Merci Jean-François. Au revoir. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.